Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. D'abord, pour commencer, je voudrais juste vous signaler que j'ai une autre chaîne YouTube, plus spécifique évidemment au cinéma, qui s'appelle Les Films du Grenier. Je vous mettrai le lien en bas. Cette chaîne, je l'ai créée il y a maintenant quelques années, j'ai fait une saison. Sauf que cette chaîne n'a jamais véritablement décollé. Vous pourrez constater par vous-même que le nombre de vues sur les vidéos est très très faible. Et je n'ai pas fait de saison 2. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera pas. Elle existera peut-être si cette chaîne finit par décoller. Et c'est par l'intermédiaire de cette chaîne que j'ai créé récemment un compte Twitch. Donc j'ai aujourd'hui un compte Twitch qui me permettra de faire des lives, on va dire. Alors ça sera des lives peut-être évidemment plus sur cinéma, ça ne sera pas forcément des lives, d'ailleurs ce sera peut-être pas des lives du tout comme je le fais ici sur les Info ou Intux ou concernant Quoi de Neuf, ça sera vraiment, je pense vraiment plus pour le cinéma. Donc voilà, c'est une expérience nouvelle dans laquelle je vais me lancer. Puis c'est aussi l'occasion aussi de pouvoir suivre d'autres youtubeurs qui se sont inscrits sur cette plateforme, qui est une plateforme qui depuis quelques années commence véritablement à exploser. Le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, Twitch, c'est simple, c'est comme YouTube, sauf qu'au lieu d'enregistrer les vidéos, vous faites les lives. Même si aujourd'hui même YouTube permet de faire des lives comme Facebook, etc. Sauf quand vous avez posté quelque chose qui ne plaît pas à Facebook ou YouTube, qui vous sanctionne de ne pas avoir, de ne pas pouvoir faire de live pendant 15 jours. Donc c'est quand même, qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement? Donc on va commencer, comme vous le savez, la France a été reconnue responsable mais pas coupable, responsable de ce qui s'est passé dans certains endroits du Rwanda lors de la fameuse guerre, dans laquelle la France a eu la malencontreuse idée de vouloir se mettre dans un bourbier qui rejoint un peu ce que je disais dans un certain nombre de vidéos sur l'état d'un certain nombre de pays, des pays qui sont nés, des pays qui sont contemporains dans leur existence et dans leurs frontières actuelles, mais qui ont été dessinés sans prendre en considération la complexité territoriale, historique d'un certain nombre de tribus. Et évidemment, le Rwanda, c'est la guerre séculaire entre les Tutsis et les Hutus, lorsque, je crois que c'est en 1994, ma mémoire est bonne, mais je vais vérifier puisque je vais m'aider quand même pour vous faire un petit peu un petit topo de ce qu'est le Rwanda. Mais la France est quand même reconnue, n'est pas reconnue complice. C'est-à-dire que la particularité en fait de ce problème, et qui se retrouve un petit peu dans un certain nombre d'actions de pays, dans d'autres pays, en conflit, en guerre, où il y a des génocides, etc., c'est qu'à un moment donné, il y a le problème de la souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ONU est une entité qui peut avoir autorité pour décréter une coalition, pour intervenir dans un pays, au-delà de la souveraineté du pays. Ce qui s'est passé avec la Syrie, par exemple, il faut savoir que l'ONU, souvenez-vous, a suspendu temporairement la souveraineté, je crois, aérienne de l'Irak et de la Syrie, ce qui est assez étrange parce que finalement, l'ONU s'octroie finalement le pouvoir de retirer une souveraineté à un pays ou un dirigeant pour permettre à des forces armées extérieures de pouvoir utiliser je dirais l'espace aérien pour des opérations militaires qui sont par définition légitimées, puisque c'est l'ONU qui a autorisé de suspendre temporairement la souveraineté. Dans le cas de la Syrie, je crois qu'ils avaient même poussé le vice pour permettre des interventions militaires de pays tiers, la souveraineté territoriale. Mais là, je ne suis plus très sûr. Et donc,
pour ce qui concerne le Rwanda, il y avait des missions déjà de l'ONU de casque bleu au Rwanda, mais la France-Afrique, a décidé à cette époque de faire une intervention, c'est la fameuse opération turquoise. Sauf que ils ont mis le doigt dans un engrenage qui évidemment a révélé plusieurs choses qu'on savait déjà plus ou moins à l'époque. C'est que quand on intervient en tant que pays occidental, avec une certaine vertu de vouloir installer, de vouloir fonctionner suivant des principes droits de l'homiste, sous l'autorité d'une entité, alors que ce soit l'OTAN ou l'ONU, etc. Sauf que les règles, comme ce qu'on a pu voir en Yougoslavie, ne fonctionnent pas quand vous êtes dans un conflit qui dépasse l'entendement, qui va même jusqu'à du génocide, très clairement établi. Et de ce fait, malheureusement, la France s'est mise du côté du président de l'époque, qui était un Hutu, et la France s'est rendue compte, un peu tard, quoique on ne me fera jamais croire que la France n'était pas, ou n'avait pas de gens spécialisés en géopolitique, et plus particulièrement sur l'Afrique, pour dire attention, si on se met du côté du pouvoir en place, ça veut dire qu'on est un petit peu complice de sa politique ethnique contre les Tutsis, et c'est ce qui s'est passé finalement. C'est que malgré elle, la France a voulu essayer de jouer les droits de l'homme, que ce soit envers les Tutsis, comme essayer de calmer le jeu vis-à-vis du Hutu. Et puis finalement, il s'est retrouvé dans un sacré merdier qui finalement a révélé ce que j'ai plus ou moins expliqué dans un certain nombre de vidéos, c'est qu'il y a des animosités, des haines séculaires entre certaines tribus, entre certaines communautés, qui fait que quand ça clash, le jour quand vous arrivez, c'est soit vous arrivez avec une autorité, avec une validité, avec une légitimité internationale par l'intermédiaire de l'ONU, mais sans prendre parti, c'est-à-dire que vous essayez de calmer les deux belligérants ou plus, ou alors faire comme la France en 1994, c'est-à-dire qu'elle a décidé de débarquer, mais en voulant apporter, soi-disant, un soutien au maintien de l'ordre et au rétablissement de la paix du côté des Hutus, alors que les Hutus étaient tout aussi dans cette ambition, dans cette volonté d'essayer de massacrer le maximum de Tutsis, comme aussi les Tutsis n'en étaient pas en reste aussi vis-à-vis des Hutus. Et donc pour comprendre un petit peu l'origine du problème, ce qui rejoint les origines d'autres problèmes qui sont intrinsèques à un certain nombre de régions de notre monde sur lesquelles nous avons essayé d'imposer notre vision de la paix et de la démocratie, sans succès finalement. Il faut savoir que le Rwanda fait partie de tous ces territoires, que ce soit en Afrique et comme ailleurs, qui pendant des siècles ont connu des séparations, des territorialités entre tribus, parfois même entre royaumes, des guerres évidemment avec des voisins, etc. C'est finalement vers la fin du 19e siècle que les Nwami du clan dominant est Kigeli IV, qui meurt en 1895. En 1885, la conférence de Berlin attribue le Rwanda à l'Empire allemand. Donc là, 19e siècle, on est déjà sur la répartition de certaines contrées, on va dire, africaines au colonialisme occidental. Les premiers Européens à pénétrer au Rwanda en 1892 et 1894 sont Oscar Baumann et Gustav Adolf von Gotzen.
À leur arrivée, les colonisateurs allemands, puis belges par la suite, trouvent une société qui ne correspond pas aux critères européens et décident de classer les populations en fonction des caractéristiques comme leur activité et leurs apparences physiques. Ils sont en particulier impressionnés par la monarchie rwandaise, Tutsi, et assimilent les Tutsis en général à la cour royale et à une race supérieure. Les colonisateurs décrivent les Tutsis comme plus grands, plus beaux et plus aptes à diriger. L'administration coloniale s'appuie donc sur les Tutsis au détriment des Naomi des clans des Hutus. L'ancienne distinction entre Hutus et Tutsis s'exacerbe, les Hutus étant considérés comme inférieurs dans la société coloniale. L'accès aux avantages à l'enseignement et aux postes administratifs est réservé prioritairement aux Tutsis. Le terme Hutu roturier et Tutsi noble deviennent une référence identitaire essentielle pour les Rwandais, entraînant une différenciation antagonique à la société entre les deux groupes. Le terme ethnie n'ayant pas d'équivalent en Kinyarwanda, l'administration coloniale utilise à sa place le terme Ubwoko qui désigne clan. Voilà. Vous avez là la source du problème. C'est qu'encore une fois de plus, c'est les Occidentaux qui ont mis en place des structures, qui ont mis en place des organisations, dans une époque, au XIXe siècle, où encore on faisait de la racialisation, où il y avait de l'esclavage, où il y avait de la ségrégation, etc. Donc c'est malheureusement... si on parle souvent que le XIXe siècle a été... dans certaines contrées, ça a été une nouvelle révolution avec l'ère industrielle, etc. Donc on y voit quelques éléments, on va dire, positifs. Le 19e siècle a malheureusement aussi laissé pas mal d'héritages néfastes au 20e siècle et encore aujourd'hui au 21e siècle. Et finalement, l'histoire enseignée durant la tutelle belge décrit les Hutus majoritaires comme des fermiers d'origine bantou, tandis que les Tutsis seraient un peuple pastoral arrivé de la région, dans la région au XVe siècle depuis les hauts plateaux éthiopiens et d'un ADN nilo-hamitique, Cependant, des recherches ADN réfutent cette théorie colonisatrice et placent leur arrivée plutôt au IXe siècle. Les Tois seraient les descendants issus des Pygmées, des premiers habitants de la région. Ces théories sont désormais fortement remises en cause. On tente aujourd'hui à considérer que les colonisateurs belges des années 1920, négligeant les références claniques, ont interprété de façon ethnique la structure socio-professionnelle de la population, sous l'influence aussi de l'organisation héritée des colonisateurs précédents, les Allemands, et ont ainsi appliqué une politique formellement appuyée sur la Société des Nations qui avait confié à la Belgique la tutelle du Rwanda-Urundi. C'est comme ça qu'il s'appelait à l'époque. Les Tutsis érigés par le colonisateur en caste dominante, sont de plus en plus dénoncés par la majorité Hutu à partir des années 50. Dans un texte publié le 24 mars 1957, le manifeste de Bahutu, 9 intellectuels Hutus dénoncent l'exploitation dont les Hutus seraient victimes. La revendication d'indépendance des Tutsis incite les Belges à renverser leur alliance au profit des Hutus. En novembre 1959, éclate une guerre civile qui entraîne le départ en exil de 300 000 Tutsis. La majorité Hutu prend le pouvoir avec le soutien des autorités coloniales et de l'Église catholique. Et finalement, la Première République est proclamée le 28 janvier 1961 et Grégoire Kayibanda, un Hutu, accède à la présidence de la République le 26 octobre 1961. L'ONU fixe le 1er juillet 1962 la date d'indépendance du Rwanda. La passation des pouvoirs et le retrait des troupes belges ont lieu le 1er août 1962. Le nouveau régime affronte des attaques des exilés Tutsis, attaques qui sont le prétexte de violence et de répression sur les Tutsis à l'intérieur, notamment en décembre 1963 où plusieurs milliers de Tutsis sont massacrés. Et puis voilà, après, il y a eu
Pour maintenir l'unité politique, Grégoire Kayibanda instrumentalise les massacres de masse dont furent victimes les Hutus du Burundi en 1972. Il justifie la crainte d'une menace des Tutsis rwandais. Les Tutsis élèves et professeurs sont systématiquement expulsés de l'enseignement, quelques-uns massacrés dans les établissements scolaires. Ces événements provoquent une nouvelle vague exode de Tutsis. Exploitant les événements, Juvenal Habyarimana renverse Grégoire Kayibanda en juillet 73, puis fonde un parti en 75, le Mouvement révolutionnaire national pour le développement. La même année, le président français Giscard d'Estaing signe un accord particulier d'assistance militaire avec le gouvernement rwandais entre 87 et 94. Des livraisons régulières d'équipements militaires vers le Rwanda seront effectuées par la France. En 78, Habyarimana change la constitution et fait adopter un régime de parti unique, le MRND, dont tous les Rwandais sont membres officiels. Et les exilés Tutsis s'organisent en Ouganda et créent le Fonds patriotique rwandais. En 87, en 88, au Burundi, pays frontalier au sud du Rwanda, une guerre entre Hutus et Tutsis d'une semaine provoque la mort de 60 000 victimes, en presque totalité Hutu. Et évidemment, le 1er octobre 90, venant de l'Ouganda, le FPR entre en force au nord du Rwanda, déclenchant ainsi la guerre civile rwandaise. La France, en octobre 90, le Zaïre et la Belgique interviennent brièvement pour aider à évacuer les Occidentaux. 8 à 10 000 Tutsis sont emprisonnés en octobre 90. En désaccord avec cette politique, la Belgique répatrie alors ses troupes du Rwanda. Le soutien militaire français est maintenu sous la domination Opération Norwa, jusqu'à la mise en place des troupes de l'ONU à MINUAR, commandées par le général Dallaire. En décembre 1993, le ministre de la Coopération, Robert Gallet, témoignera que l'armée française a bien été utilisée afin de stopper l'avancée du FPR. Le nombre officiel de militaires français participant à Norwa atteindra 688 personnes. Le 15 octobre 1990, l'ambassadeur de France au Rwanda, Georges Marthe, adresse un télégramme au chef d'état-major particulier du président de la République de l'époque, M. François Mitterrand, dans lequel il mentionne les risques d'un génocide contre les Tutsis. Malgré cet avertissement, le gouvernement français va continuer d'aider le régime d'Habyarimana. Divers groupes Tutsis sont exécutés par des extrémistes Hutus. L'armée rwandaise massacre 1000 Baimas apparentés aux Tutsis à Mutara et environ 1 millier de Bagawé apparentés également aux Tutsis au nord-ouest du Rwanda, dont 348 Tutsis dans la région de Kibilira. Depuis ces bases aériennes établies en Ouganda avec l'appui du matériel détourné de l'armée ougandaise, le FPR établira progressivement une tête de pont au nord du Rwanda où des combats se poursuivront jusqu'en 1994. Ceux-ci sont la cause d'importants déplacements vers la capitale de la population Hutu qui fuit les combats et les exactions attribuées au FPR dans la zone toujours plus vaste qu'ils occupent dans le nord du pays. Et donc, à la suite du discours de la Baule, François Mitterrand, Juvenal Habyarimana fait changer la Constitution en 1991 pour revenir en multipartisme sous la pression de la communauté internationale. Les accords successifs d'Arusha négociés en Tanzanie avec le FPR et clôturés en août 1993 prévoient, après un cessez-le-feu, l'organisation des retours des exilés Tutsis, l'intégration politique et militaire des différentes composantes internes et externes de la nation rwandaise et le départ des militaires français de l'opération Norwa. En décembre 1993, le MINUAR, mission de paix de l'ONU, sera mis en place en 1993 pour aider la concrétisation de ces accords. Parallèlement, l'entourage de Habyarimana et de son épouse Agathe, qui contrôle aussi l'armée et l'économie du pays, crée en 1992 la coalition pour la défense de la République, les milices Interwahan et la radio-télévision libre de Mille Collines, qui seront les principaux organes du génocide de 1994 et se qualifieront de Hutu Power. Voilà, la suite on la connaît, intervention de la France, opération turquoise, et ce qui a rajouté, on va dire, à cette problématique de ces pays où, très clairement, vous avez vu, là je vous ai fait l'historique Wikipédia, pour bien vous faire comprendre que c'est une situation qui est insolvable. La seule façon qu'il y aurait éventuellement de résoudre le problème, ça serait de couper finalement le Rwanda en deux, un pour les Tutsis et un pour les Hutus.
Mais même ça, de toute façon, ça ne résoudra jamais le problème, puisque les deux parties voudront toujours posséder et être au pouvoir. Et donc, la réalité de fait, évidemment, c'est que on pourrait très bien essayer d'inciter par l'éducation, par la culture, à, je dirais, amener à la paix, finalement. C'est-à-dire essayer de faire du pardon. C'est-à-dire que ce que, finalement, les Européens ont été à la cause même de ce problème, c'est-à-dire en faisant de la différenciation entre deux tribus, une qu'on a considérée comme supérieure et l'autre comme inférieure, eh bien aujourd'hui, il est très difficile dans ce genre de pays d'essayer de pacifier la situation pour dire, bon écoutez, serrons-nous tous la main, etc., et essayer de reconstruire un pays ensemble. Mais vous ne pourrez jamais le faire. Pourquoi? Parce que on est dans un pays africain, et dans les pays africains, en général, vous avez toujours cette notion de caste, cette notion d'échelle sociale, cette notion de fierté d'appartenir à une tribu, et donc de défendre les intérêts de la tribu, contre l'ennemi, contre celui avec qui on ne veut pas, finalement, partager le pouvoir. Et finalement, cette histoire du Rwanda, eh bien, c'est la même histoire qu'on retrouve un petit peu partout, comme je l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, dans un certain nombre de pays. Des pays où il n'y a pas forcément particulièrement de guerre, mais on sent qu'il y a des tensions, on sent qu'il y a des conflits, on sent que les volontés de chercher ou de trouver la paix restent très très compliquées, extrêmement fragiles. Et pour terminer sur cette information, j'ai envie de dire, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique du Sud. Même si Nelson Mandela a essayé, je dis bien essayé, de faire une réconciliation pour permettre à la fois aux Blancs et aux Noirs de vivre ensemble et de continuer à pérenniser, je dirais, l'évolution, le développement de l'Afrique du Sud. Eh bien, malheureusement, force est de constater que dans les grands centres urbains aujourd'hui, ce sont pratiquement toujours les Blancs qui détiennent finalement un petit peu les rênes, les leviers en fait de l'économie. Et de ce fait, ça génère évidemment encore des animosités qui s'expriment malheureusement dans les milieux ruraux où ce sont finalement aujourd'hui les Blancs qui sont chassés, voire même massacrés. Par des Afro-Américains, des Afro-Sud-Africains, pardon. Et le gouvernement est assez impuissant par rapport à cette situation, d'autant plus que le système politique aujourd'hui en Afrique du Sud a été vérolé par la corruption, etc. Donc vous voyez, ça interroge finalement, ça interroge sur, plus spécifiquement, une analyse démographique, politique, géopolitique africaine qui fait que si aujourd'hui vous avez des gens qui reprochent à la colonisation d'avoir été à la source, à l'origine d'un certain nombre de problèmes toujours actuels, ce qui est vrai, puisque le Rwanda on le voit bien, hein, c'est à cause justement de cette officialisation de deux tribus mais qui ne sont pas du tout considérés sur un même pied d'égalité, comme aussi ce qu'on a essayé d'amener plus particulièrement au XXe siècle, ne fonctionne pas finalement, ne fonctionne pas dans un certain nombre de ces pays, du fait justement de ces animosités, du fait de ces partis pris, du fait de ces principes de clan, du fait de ces principes. Même si le terme féodal n'est pas approprié, il n'en reste pas moins qu'on y sent les héritages, finalement, c'est-à-dire de la caste dominante, de la caste dirigeante, et en dessous, eh bien, les serfs, les serviteurs, les asservis, en fait, le peuple, à la classe dominante. Et donc, finalement, on a un laboratoire en Afrique qui ne peut que faire comprendre aujourd'hui à certains illuminés, à certains utopistes, que si dans certains pays européens nous avons réussi à installer, voire imposer la démocratie, alors que
c'était aussi des pays où il y avait des situations conflictuelles entre des communautés religieuses, territoriales, tribales. C'est pas forcément vrai aujourd'hui dans un certain nombre de pays, que ce soit des pays africains ou dans d'autres pays d'ailleurs. Et je pense que le Rwanda dérange aujourd'hui et toujours un certain nombre de politiciens parce que ça a été révélateur d'un échec. Tout comme aujourd'hui, la Libye est un échec, la Syrie est un échec, l'Irak est un échec, l'Afghanistan est un échec, puisque l'Afghanistan, je rappelle, des accords sont toujours en cours d'ailleurs, avec les talibans. C'est-à-dire qu'on est en train de renégocier avec ceux qu'on a combattus il y a 10 ans parce que on les considérait comme étant plus ou moins liés au terrorisme islamique international, liés plus ou moins aux événements du 11 septembre. Donc j'ai envie de dire, on n'est pas sorti de l'auberge. Et enfin, deuxième sujet, et je vais arrêter là parce que sinon ça risque de faire encore une vidéo de 1h30. Je vais revenir rapidement sur la politique française. J'avoue très sincèrement que même si je suis aux États-Unis, je suis de loin un petit peu la situation, et force est de constater que je n'aimerais pas devoir aller voter en 2022. Déjà, je n'ai pas pu voter en 2017, pour des raisons, c'est pas parce que je voulais pas, mais c'est parce que malheureusement, sentant venir le 20, pour la petite anecdote, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'ont pas vu la vidéo que j'avais faite à l'époque, il faut savoir que aux États-Unis, vous avez donc l'ambassade, vous avez ensuite des consulats à différents endroits, et ces consulats rémunèrent ce qu'on appelle des... alors le nom m'échappe, c'est pas des ambassadeurs, c'est des relayants consulaires, des représentants consulaires, etc., dans d'autres villes, et qui ont la responsabilité, par exemple, lorsqu'il y a des élections, ont un petit budget pour pouvoir organiser un bureau d'élection dans la ville pour les ressortissants français. Ce qui est le cas à Charlotte, comme c'est le cas à Greenville, comme c'est le cas à Raleigh. Sauf qu'en 2017, on nous a appris que pour les élections, il n'y aurait pas de bureau à Charlotte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renouvelé en fait les contrats des relayants consulaires. Notre consulat dont je dépends est celui d'Atlanta. Donc ça veut dire qu'on est obligé de se déplacer à un autre bureau le plus proche. Et l'autre bureau le plus proche, c'était Greenville. Sauf que Greenville, c'est quand même à 2 ou 3 heures de route. Et ça, c'est ce qui s'est produit dans un certain nombre d'endroits aux États-Unis, c'est-à-dire que là où les Français avaient l'habitude de pouvoir voter dans une ville relativement proche de chez eux, eh bien, se sont retrouvés à devoir se déplacer dans des villes beaucoup plus loin. Sauf que quand j'ai vu... alors, avec certains amis français, on s'était peut-être organisé pour aller à Greenville, pour aller tous voter ensemble. Sauf que quand j'ai vu sentir le vent venir, qu'on allait se retrouver avec Macron et Marine Le Pen avant même le premier tour, avant le premier tour, déjà on sentait, ça se voyait, je veux dire. Bah, moi, personnellement, ça m'a complètement démotivé de finalement pas aller voter. Voilà, je me suis abstenu, mais abstenu bien sévère, parce que, pour la petite anecdote, il faut savoir que la dernière fois que j'avais voté, c'était en 95, et en 95, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser un petit peu à la politique, je me suis rendu compte que c'était cul et chemise. C'était un milieu complètement vérolé, complètement pourri. C'est-à-dire que idéologiquement, pour l'opinion, on fait croire, on fait tout un show, tout un spectacle sur de la différenciation d'idéologie politique, sur des conflits, etc. Alors surtout l'extrême droite. Attention, alors là, l'extrême droite, c'est la cerise sur le gâteau. Donc,
je me suis dit, voilà, c'est pas, ça vaut plus rien, quoi. Je veux dire, ça vaut pas la peine, de toute façon. Parce que déjà, dans les années 90, j'étais déjà convaincu que de toute façon, t'as beau voter pour la droite ou la gauche, c'est la même politique. À peu de choses près, c'est comme exactement aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux mettre un démocrate ou un républicain à la Maison-Blanche. Il y aura quelques lois qui correspondent, ou donner un petit peu, je dirais, le change idéologique entre le bien et le mal, mais au final, sur des réelles politiques très importantes d'ordre économique, social, géopolitique, etc., c'est les mêmes. Je rappelle quand même que les hostilités aux États-Unis ont commencé avec Bush, évidemment engagé par les événements du 11 septembre. On a vu Obama arriver, on s'est dit, ah bah au moins avec Obama, ça va être la paix, etc. Eh ben non, ça a été tout le contraire, puisque au final, sur les 8 ans de mandat d'Obama, Obama a déversé plus de bombes sur un certain nombre de pays du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient que sous l'ère Bush avec la guerre en Irak et en Afghanistan. Attendez, il y a un truc. Et le mec a quand même reçu le prix Nobel de la paix. Ah ouais, c'est... Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais... Donc, tout ça pour dire que, en 2022, on le sent venir, évidemment. On le sent venir gros comme une maison, de nous refaire le scénario Marine Le Pen au second tour, et celui qui sera en face sera élu. Sauf que Macron nous fait sa petite comédie. En réalité, il est en train de tester ou il est en train de mettre en place une stratégie pour mieux revenir, finalement. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on a déjà Xavier Bertrand qui se présente en tant que candidat pour la présidentielle. Nous avons Anne Hidalgo, également, qui est sur les rangs. Nous aurons certainement François Asselineau, nous aurons Dupont-Aignan, nous aurons Philippot, et nous aurons bien évidemment Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui récemment a fait quelques déclarations qui, à mon avis, a dû secouer un petit peu dans les brancards des convictions d'un certain nombre de gens qui ont prévu de voter pour elle, mais qui, à un moment donné, à cause de ces déclarations, se sont peut-être dit « qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Moi, je vous ai déjà expliqué mon opinion sur la question. Marine Le Pen, comme son père, sont en fait des ersatz, c'est-à-dire que ce sont des prête-noms pour focaliser l'opinion vers, je dirais, une représentation, une sorte de figure de style pour permettre aux autres politiciens d'avoir encore un minimum de crédibilité et de légitimité à exister pour lutter contre le parti de la haine. Mais en réalité, c'est un parti qui n'a jamais véritablement fait en sorte de vouloir accéder définitivement au pouvoir. Il a joué son rôle de parti d'opposition avec des idées d'extrême droite, même si, quand on dit idées d'extrême droite, c'est très aisément estampillé, mais estampillé évidemment par 30 ans de droit de l'homisme, d'humanisme, de gauche, qui a réussi à fomenter et à générer au moins 2 générations assurées et convaincue d'avoir en face d'elle un parti d'extrême droite, même si dans les programmes de Marine Le Pen, c'était souvent des programmes qui contenaient, je dirais, des choses qui étaient d'une certaine logique, d'une certaine cohérence par rapport à certains problèmes d'ordre économique, social, évidemment les migrations, mais évidemment, on a toujours fait des raccourcis, on a toujours fait des retranscriptions pour convaincre l'opinion de l'extrême des idées de Marine Le Pen, alors qu'en réalité, c'était des idées comme chacun des partis politiques en ont pour traiter un certain nombre de problèmes de façon réaliste ou de façon bisounours ou de façon complètement utopique. Ou voire même pas du tout d'action, hein, soyons clairs. Et là, Marine Le Pen nous annonce, entre autres choses,
qu'elle ne décide de plus quitter l'Union européenne. Pardon? Eh oui. Donc là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Marine Le Pen est en train de virer de bord parce que j'ai l'impression que il va y avoir quelque chose qui va se passer et qui va apporter, je dirais, des nouveaux éléments, des nouvelles pierres à un édifice sur lequel Marine Le Pen va devoir jouer pour 2022. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien pu faire changer d'avis Marine Le Pen à ce point, entre autres choses, sur lequel aussi elle a changé un petit peu d'avis. Et là, je me suis dit, mais le grand reset, est-ce que finalement, il n'y a pas déjà dans les coulisses des politiciens qui ont été informés de ce qu'il y a en intention de faire et qui fatalement, pour le mettre en place, l'Union européenne va forcément être l'acteur incontournable, inévitable, et de ce fait, tous les pays membres, ou même d'autres pays européens, eh bien, n'auront pas le choix. C'est-à-dire que l'idée de quitter l'Union européenne à ce moment-là est totalement inconcevable. Donc ça veut dire que ça va renforcer l'autorité, puis-je utiliser le terme totalitarisme de l'Union européenne sur l'ensemble des pays membres. Pour la petite anecdote, sachez qu'on a appris, alors je crois que c'est Mediapart, que l'Union européenne a envoyé un certain nombre de stocks d'AstraZeneca, je crois que c'est AstraZeneca, à la Grande-Bretagne. Excusez-moi, Brexit ou pas Brexit? Eh bien en fait, allez savoir pourquoi, l'Union européenne a encore quelques engagements vis-à-vis de la Grande-Bretagne et donc a reversé un certain nombre de stocks d'AstraZeneca alors qu'un ensemble de pays membres de l'Union européenne sont toujours en attente de voir les promesses de stock à recevoir. C'est quoi ce bordel? Revenons à la politique française. Comme je vous l'ai dit, je pense que nous allons certainement battre le record du nombre de candidats pour l'accession au trône, tout du moins au trône du second tour, face à Marine Le Pen. Je rappelle, en 2017, en candidature prononcée, il y a, je crois, plus de 100 candidats, ou 101 candidats qui étaient prononcés. Le principe des 500 signatures font déjà une élimination par nature, et on s'est retrouvé, je ne sais plus combien, 11 candidats à l'élection présidentielle. 11 candidats. Je crois, peut-être, j'ai pas souvenir qu'en France, on ait eu autant de candidats présidentiels déclarés officiels pour une présidentielle. Et je pense qu'en 2022, on va peut-être augmenter le chiffre. Sauf, évidemment, si la stratégie de Macron va faire en sorte, que, au contraire, il va faire le ménage dans les candidatures par l'intermédiaire, d'essayer de monopoliser l'ensemble des élus pour éviter de donner des signatures à un certain nombre de gens. Je pense par exemple à Dupont-Aignan, je pense à Célineau, je pense à peut-être Poutou aussi, qui va peut-être se présenter, à Cheminade, je pense à De Villiers, allez savoir. Quoique De Villiers, si jamais De Villiers, que ce soit l'un des deux frères, décide de se lancer dans la campagne, et qu'il a ces 500 signatures, là je dis attention, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a là une option de la part des mondialistes, et que Macron, en effet, la dégage.
retenez bien ce que je viens de vous dire, parce que c'est un scénario tout à fait possible. Je rappelle, De Villiers est un atlantiste. Donc, si l'atlantiste, sachez qu'il y a le mondialiste derrière, même si il défend certaines idées, certaines valeurs de patrie, de redonner de la fierté à la France, etc. Je pense qu'il est tout à fait sincère dans cette volonté, mais il n'en reste pas moins conscient que l'économie ne peut pas fonctionner par un isolement ou un protectionnisme français. Donc c'est pour ça que s'il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, un truc comme ça, peut-être qu'il a un plan pour le faire. C'est possible, on peut le faire. Il suffit de se préparer. Je rappelle, François Célineau nous avait fait une conférence dans laquelle il avait dit que la France avait, en dehors de l'Union européenne, plus de 300 accords commerciaux avec un grand nombre de pays au monde. Donc, demain, la France, elle peut sortir de l'Union européenne, on peut renégocier des accords avec des pays en dehors de l'Union européenne. Vous voyez un peu le truc. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que l'opinion... On évite que l'opinion ait cette déduction. C'est pas parce que l'Union européenne, tu la quittes, que forcément, du jour au lendemain, tout est fini. Que tout le monde va te tourner le dos. Non. La preuve en est, c'est que aujourd'hui, l'Allemagne... attention, danger, l'Allemagne. Ça commence à... je vous rappelle, si l'Allemagne décide de liquider l'Union européenne, elle est capable de le faire, surtout l'euro en plus. Donc là, il y a vraiment des options qui ne sont pas totalement, je dirais, complotistes ou des affabulations. Moi, je suis convaincu que l'Union européenne, elle peut demain tomber par terre, plus par l'action de l'Allemagne que l'action de la France. Le fait est, c'est que cette élection de 2022, alors, comme je vous l'ai dit, tout le monde s'attend au scénario. Au scénario, Marine Le Pen, deuxième tour, et le candidat qui sera en face sera élu. On refera exactement la même chose. Alors il y en a évidemment qui disent oui, mais vous rendez-vous compte aujourd'hui avec ce qui se passe avec Macron, avec la pandémie, l'émigration, la délinquance, la racaille, la violence, le crime qui augmente partout en France, etc. Pourquoi Marine Le Pen n'aurait pas une chance de finalement l'emporter ? Elle n'a aucune chance de l'emporter parce que malheureusement, proportionnellement, on est encore en face d'une France qui n'a absolument rien compris à la situation, qui vit encore majoritairement urbaine, majoritairement progressiste, de gauche, plus ou moins assimilée. Je dirais même, il y a des gens de droite qui sont encore dans l'artifice, on va dire, d'un retour à la normale, dans l'artifice de ce qu'ils ont encore en aisance de par leurs activités professionnelles, de par leurs revenus, etc. De toute façon, la France est devenue un pays individualisé. Je ne ferai pas de comparaison avec la société américaine, c'est complètement différent. Il y a des influences aux États-Unis qui n'existent pas, ou très très peu en France, où c'est très très marginal. Mais force est de constater qu'en France, il y a une proportion de la population plus ou moins populaire, classe moyenne, où il y a aujourd'hui un sentiment de solidarité qui réémerge, on va dire. Mais vous avez encore une proportion de la population française, je vais dire la classe aisée, pas forcément très aisée, mais voilà, qui est encore dans une situation sociale. En général, c'est les couples qui travaillent encore à deux, qui se font entre 5 000 ou 6 000 euros net par mois, etc. Qui, eux, sont encore dans l'état d'esprit faut faire barrage à la haine, faut faire barrage à l'extrême droite, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut voter Marine Le Pen.
Je dis simplement, c'est que je pense qu'il y a à peu près 70% des Français aujourd'hui qui vivent encore dans une illusion du paysage politique français, qui n'ont pas encore compris que derrière, en coulisses, c'est les mêmes. C'est les mêmes politiques, c'est les mêmes issues, c'est les mêmes volontés, à peu de choses près. Si ce n'est que, évidemment, quand je dis c'est les mêmes volontés, les mêmes programmes, les mêmes plans, c'est la destruction de l'État-nation. Mondialiste, derrière. C'est les mondialistes qui ont les commandes. Et donc, de ce fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en arrive à voir... Alors, aujourd'hui, c'est les En Marche. Demain, ça sera un autre parti politique. On verra des idées, des décisions, mais qui sont complètement ubuesques, qui sont totalement hors contexte, qui sont totalement anachroniques par rapport à la réalité de ce qu'un certain nombre de Français vivent au quotidien. Et c'est un peu le cas d'ailleurs dans un certain nombre de pays européens. Je vais vous prendre l'exemple de la Belgique, par exemple. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours. On a fêté l'anniversaire de l'attentat Bruxelles. Vous avez la RTBF qui a fait un article en disant on fête aujourd'hui le 10e anniversaire d'un jour noir, un jour noir pour les musulmans. Oui, parce que l'article disait que l'impact qu'a eu aussi les actes terroristes à Bruxelles, c'est que finalement les musulmans, ont subi les amalgames, ont subi les colères, ont subi les incompréhensions. Vous voyez, donc finalement c'est eux les victimes du terrorisme. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais le problème, c'est qu'on décontextualise un fait, c'est-à-dire qu'on occulte complètement les vraies victimes pour se servir de ça, pour ensuite utiliser et remettre sur la table une victimisation communautaire. Eh bien, en France, c'est exactement ce qu'on est en train de voir aussi. C'est-à-dire, au lieu de mettre en face de ses responsabilités une communauté par rapport à un certain nombre d'individus, qui, je le rappelle, sont une minorité, qui pourrissent la situation, eh bien on fait tout l'inverse. On va protéger. On va caresser dans le sens du poil. Nous avons l'exemple aujourd'hui de la fameuse polémique concernant la mosquée de Strasbourg, je crois, où le conseil municipal de majorité écolo ont attribué une subvention, je crois, de plusieurs millions, 2 millions, je crois, d'euros. C'est ce même parti qui, si on avait fait la même chose pour financer la rénovation d'une église qui appartient à l'église, laïcité, séparation de l'église de l'État, ça aurait été les premiers à le faire. Vous voyez, inversion des valeurs. Nous avons un parti qui s'appelle la France Insoumise. Mélenchon, il est ce qu'il est. Un peu à voile à la vapeur, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, mais je sais de protéger un certain nombre de dogmes, plus particulièrement vis-à-vis de la communauté musulmane, qui est quand même mon fonds de commerce. Soyons clairs, la France Insoumise, la communauté musulmane, qu'elle soit française, de toute façon qu'elle est française, est forcément aujourd'hui une chasse gardée, on va dire, un petit peu de la France Insoumise. Même si les autres partis, par la présence d'élus locaux, essayent eux aussi de s'octroyer une partie de cet électorat. Vous avez les Républicains. Les Républicains qui, aujourd'hui, pour moi, sont inexistants. Vous avez certaines têtes d'affiche qui tentent de donner le change, mais je pense que les Républicains ne se sont jamais véritablement relevés de 2017 et n'ont absolument pas récupéré ni redressé la pente d'une certaine crédibilité vis-à-vis des Français.
Le Parti Socialiste, il existe encore? Je crois, hein, oui, oui. Là encore, je ne comprends pas comment un parti comme le Parti Socialiste n'a toujours pas compris d'essayer de changer un certain nombre de ses dogmes et essayer d'amener sur le devant de la scène un certain nombre de gens crédibles, qui ont de la crédibilité et surtout de la légitimité. Parce que le problème, c'est que, c'est encore une fois de plus, on refourgue des gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais parce que c'est le petit protégé d'un des ténors du parti, etc. Bon. Vous avez les En Marche. Je ne vais pas faire un état des lieux des En Marche, étant donné que c'est en fait un conglomérat, c'est un bloubi-boulga d'un ensemble de gens qu'on a chopé parce que c'était des gens ambitieux, mais qui en réalité, avec le temps, finissent par démontrer qu'ils ont un certain nombre de lacunes, voire même avoir une certaine démagogie, à essayer de nous prendre vraiment pour des cons. Le Front National, vous avez quand même un certain nombre de têtes d'affiche qui ont quitté ce parti parce que justement, il y a des changements de dogme, il y a des changements d'orientation qui éloignent finalement le parti de ce qu'il était ou considéré en tant que tel. Vous avez, qu'est-ce qui reste? L'UDI. Ah, l'UDI, moi, ce que je veux dire, je résume l'UDI très simplement, c'est les suceurs de bites. Voilà. C'est de l'opportunisme, je me mets du côté des plus forts pour essayer de tirer un petit peu la couverture à moi. Et vous avez les écologistes. Je pense que tous les gens qui, surtout dans les milieux des grandes villes, qui ont dit, bah voilà, on a voté pour des écolos, moins comme ça va changer, donnons-leur une chance de montrer ce dont ils sont capables. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'ils vont vous montrer ce dont ils sont capables. Ils sont capables de détruire votre histoire, ils sont capables de détruire la tradition, ils sont capables de détruire des fondamentaux de la société française pour préparer le terrain, voilà, de leur totalitarisme écologique. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Moi, ces gens-là, c'est des totalitaristes, c'est des dictateurs écologistes. Hein, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans pas mal de villes qui avaient tout sourire de voir un maire écolo arriver à la tête de la municipalité, mais qui aujourd'hui commencent à se rendre compte qu'ils ont fait une énorme connerie. Donc il y a des chances que aux prochaines élections municipales, tous ces écologistes finissent par sauter. Ça ne veut pas dire que tous ces maires écologistes sont mauvais. Je veux dire, il y en a certains qui, ça se trouve, font du très bon boulot et seront parfaitement réélus parce que, voilà, correspondent tout à fait à une approche réaliste des besoins de leur vie, de la réalité économique, du tissu social de leur ville, et qui finalement, sans dénuer, sans renier leurs origines écologistes, vont s'attaquer à certains problèmes de façon réaliste. Il y en a, là-dessus c'est pas le problème. Mais concernant un certain nombre de grandes villes, force est de constater que c'est pas franchement le cas. Mais j'ai envie de dire, vu que là, pour les élections régionales, nous avons les communistes, les socialistes et divers gauches qui se sont engouffrés dans la brèche de la montée des partis écologistes en Europe, et plus particulièrement les EELV, les Écologie Europe et les Verts, je crois, c'est ça. Oui, Europe Écologie les Verts, voilà, c'est ça. Pour essayer quand même de placer des pions, quand même récupérer quelques sièges, quelques positions, on va dire officielles, sous le drapeau, évidemment, écologiste. Parce que voilà, c'est la tendance. Bon, sauf que la tendance, ça reste une tendance. Hein. Surtout aujourd'hui, les tendances, ça naît, ça vit et ça meurt. De façon parfois très rapide. Mais on sent bien qu'ils ont quand même peur des régionales. Ils ont quand même peur des régionales, de voir le Front National récupérer peut-être. Parce que là, évidemment, le Front National, c'est un objectif. Ce qu'ils veulent, c'est au moins récupérer une région.
ça les conforterait, je dirais, sur une position politique dans l'échiquier pré-2022. Sauf qu'on va encore avoir les mêmes scénarios de toute façon, soyons clairs. On va avoir les mêmes médias qui vont faire les mêmes discours, qui vont utiliser les mêmes sémantiques, qui vont nous faire les mêmes scénarios. Je dirais peut-être, là ce sera par contre quelque chose sur lequel il faudra être attentif, voir comment les médias sociaux, Internet, vont réagir. Est-ce qu'il va y avoir de la censure? Déjà, hein, on sent qu'il y a un certain nombre de gens qui dérangent dans leurs propos, dans leur façon de présenter les choses, de développer les choses, d'analyser les choses, commencent déjà à subir une certaine censure. Donc je pense que, autant pour les régionales que pour les présidentielles, ce qui va être très intéressant de voir, c'est comment vont être développés les outils de communication. Est-ce que ça va être les mêmes, ou est-ce qu'ils vont évoluer toujours dans le même sens, d'essayer de coincer finalement, d'enfermer l'opinion dans un certain nombre de concepts, d'images, de convictions, pour éviter que l'opinion aille voir ailleurs, pour se faire d'autres idées, pour collecter d'autres opinions, et finalement utiliser le principe du libre arbitre, voir comment les médias sociaux vont réagir, vont avoir de l'influence, forcément. On le voit bien déjà, de toute façon, Macron, si le gouvernement, les En Marche, commencent à faire du pied à certains youtubeurs, à certains acteurs français de l'Internet, ce n'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Hein. Il faut savoir que Twitch, aujourd'hui, va devenir certainement une plateforme sur laquelle vont commencer à émerger un certain nombre de politiques, un certain nombre de politiciens, un certain nombre d'outils de communication, tant politicienne que d'État. Soyons clairs, hein, parce que, je veux dire, le porte-parole, M. Attal, qui fait un Twitch, je crois, avec des youtubeurs sur son propre Twitch personnel, on a envie de dire, il y a un moment donné, tu fais soit un truc sur ton Twitch personnel, ou tu crées un Twitch au nom de l'Élysée. Mais tu fais pas de la promo présidentielle, politique, gouvernementale, etc. sur ton Twitch personnel. Parce que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes financements. Parce que si tu finances l'opération de communication avec des fonds de l'Élysée et que tu diffuses ça sur ton compte personnel, non, normalement ça marche pas comme ça. Et qu'est-ce qui pourrait émerger finalement? Est-ce que les Gilets jaunes vont avoir une influence? Pas sûr. C'est déjà bien que les Gilets jaunes continuent à exister, et c'est très bien, mais il y a un moment donné, il va falloir évoluer, il va falloir avancer. Et pour évoluer et avancer, il faut structurer. Et structurer, ça veut dire soit un conseil, type un conseil de salut public, des Gilets jaunes, etc. Et il faut un leader. Il faut une tête d'affiche. Je ne dis pas des têtes d'affiche, je dis une tête d'affiche. Vous ne pourrez faire évoluer une idéologie, vous ne pouvez pas faire évoluer un parti politique si vous n'avez pas un leader. C'est ce que Sarkozy avait très bien compris avec l'UMP. Quand il a créé l'UMP, quand il a fait transformer le RPR en UMP, c'était l'idée de base, c'était la stratégie de base, et qui a très bien fonctionné. C'est tout le monde derrière le même homme ou la même femme. Ça peut être une femme aussi. D'ailleurs, ce sera intéressant d'ailleurs. Donc à ce niveau-là, les Gilets jaunes, si vous connaissez des Gilets jaunes, posez-leur la question. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas falloir essayer de réfléchir, à faire évoluer les Gilets jaunes, alors pas faire des Gilets jaunes un parti politique, mais de donner naissance à un parti politique, ou au moins un mouvement, comme avait fait Macron finalement pour l'élection 2017. 2017, En Marche n'était pas un parti politique, c'était un mouvement. Et le statut d'En Marche était bien un mouvement. C'était pas un parti politique. C'est une fois qu'il a été élu qu'il a fallu, pour les législatives, il a été obligé de transformer le En Marche de mouvement en parti politique. Donc je veux dire, les Gilets jaunes, mais là encore,
Il faut une structure, il faut une colonne vertébrale. Or, actuellement, les Gilets jaunes, il n'y a pas de colonne vertébrale. Il y en a qui ont essayé, sauf que le problème, c'est qu'évidemment, dès qu'il y a des noms qui commencent à ressortir, ce sont des gens qui, généralement, tout de suite, vont être approchés par des gens d'autres partis politiques, ou les syndicats. Je veux dire, les syndicats, aujourd'hui, ils sont en train de baver pour essayer de mettre la main sur des Gilets jaunes. Qu'est-ce qui reste d'autre? Bah, rien, finalement. Il reste rien d'autre. Et comme je vous le disais, après il y a De Villiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rentrer dans l'arène ou est-ce qu'il va rester à l'extérieur? Zemmour? Non, Zemmour, non. À la rigueur, grand maximum, Zemmour, il peut éventuellement être colistier, il peut être éventuellement supporter, soutenir quelqu'un, mais dans le paysage actuel, je pense que Zemmour est quelqu'un suffisamment intelligent pour savoir que c'est son intérêt de ne pas rentrer dans ce domaine-là. Alors il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais regardez, il a bien participé à un forum d'extrême droite ». Non, déjà, ce n'était pas un forum d'extrême, c'était un forum qui avait été organisé par Marion Maréchal pour réunir les droites au pluriel. Mais évidemment, il y a une certaine presse, il y a certains intellos de gauche qui ont tout de suite retranscrit ça comme étant un forum d'extrême droite, etc. Alors que non, même si certains diront oui, mais il y avait quand même des idées qui étaient exprimées dans ce forum qui sont des idées d'extrême droite. Donc c'est forcément d'extrême droite. J'ai envie de dire, on peut avoir des idées sociales sans être obligé d'être de gauche. Moi, j'ai des idées sociales, et pourtant je ne suis pas de gauche. Enfin, pas de ce qu'on entend être de gauche. Je suis quelqu'un de progressiste sur certains points, mais je ne me retrouve pas dans les partis politiques qui se reposent sur des idées progressistes. Hein, comme je suis aussi un peu écologiste, réaliste, mais je ne me retrouve pas dans les partis politiques écolos. Je me retrouve plus dans des associations et dans des mouvements d'action concrets et intelligents, mais qui en général n'ont pas pignon sur rue. Pourquoi? Parce que le pignon sur rue est souvent pris par des copains, des relations de gens, de politiques, de milieux, etc., et qui réussissent à refourguer leurs idées pour concevoir des produits, pour créer des sociétés, toucher des subsides de l'État, s'en mettre plein les fouilles, et au final nous sortir des conneries. Exemple, les nouvelles pistes sautières qu'ils ont installées à Paris. Hein, c'est débile. C'est une débilité absolue. Mais c'est bien, c'est écolo. Ça prend des principes écologistes. Donc voilà, je veux dire, en fait, attendez-vous à reconnaître exactement ce que vous avez connu depuis maintenant, on va dire, 20 ans, même 30 ans, et même plus loin, depuis la mort du général de Gaulle, c'est-à-dire vous imposer le non-choix. C'est-à-dire qu'on vous impose de voter. On s'en fout de savoir si les candidats ne vous plaisent pas, mais il faut voter. Et on le voit bien, au fur et à mesure des élections présidentielles, plus ça va, plus on progresse dans un système de non-choix. C'est-à-dire que depuis, je dirais, Sarkozy, les gens ne votent plus par idéologie politique, ils votent par consumérisme. Le consumérisme de voter contre. Tout comme aux États-Unis, Biden a été élu grâce à un vote contre Donald Trump. Si les Américains, on leur avait donné le choix de choisir réellement un candidat pour dégager Donald Trump, je peux vous garantir que 80% des Américains, progressistes même conservateurs, anti-Trump, n'auraient jamais choisi Biden. Jamais. Tout comme en France, si les Français, on faisait un sondage, au moins sur les 2/3 des Français inscrits sur les listes électorales, pour leur dire, voilà, sur l'ensemble des candidats, choisissez-en 10 que vous voulez mettre en compétition pour vous convaincre d'obtenir votre voix. Et bien, je peux vous garantir
qu'il y a des chances que ceux qui s'autoproclament aujourd'hui présidentiables sont déjà dégagés d'avance. Il y a des gens, je pense qu'il existe des gens qui ont des idées, qui ont des projets, qui ont des ambitions, mais qui n'ont absolument aucune visibilité. Aucune visibilité parce qu'évidemment, il y a un monopole médiatique qui maintient toujours les mêmes à la télévision, dans les journaux télévisés, dans les débats, et même aujourd'hui, l'Internet va jouer son rôle d'éliminer toute concurrence qui pourrait éventuellement porter préjudice, je dirais, à la mise en avant de ceux qui vont réclamer que vous décidiez de voter soit pour eux ou pour le concurrent, mais qui est en réalité le copain, etc. Mais pas pour des gens qui ont de l'authenticité, des gens qui ont l'ambition pour le pays, des gens qui ont l'intelligence et l'intégrité d'être réalistes, des gens qui vont avoir l'honnêteté de vous dire attention, si vous votez pour moi, il y a des choses sur lesquelles nous allons apporter des modifications, mais que l'on soit bien clair, il y aura des avantages pour des uns, mais au désavantage des autres. Le discours politique authentique, réel, vrai, c'est de dire il n'y en aura pas pour tout le monde. On va forcément faire en sorte de satisfaire la majorité, mais forcément au détriment d'une minorité. C'est le principe, c'est une loi fondamentale. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Vous êtes obligé de faire des sacrifices. Mais contenter la majorité, mais au détriment de la minorité. Ou d'une minorité, sur un certain nombre de sujets. Mais ça, vous n'entendrez jamais un politicien vous le dire. Le politicien, lui, va tout faire pour essayer de caresser dans le sens du poil tout le monde, ou la majeure partie des gens. Sauf ceux pour lesquels ils n'ont absolument aucun intérêt. Sauf ceux dont ils savent déjà que de toute façon, c'est des gens qui voteront jamais pour eux. Donc ceux-là, allez, à dégager. Et je vais terminer en vous disant, regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'écotaxe. Vous savez, cette fameuse écotaxe qui a fait beaucoup de polémiques, qui a même soulevé une partie de la France, plus particulièrement bretonne, avec les bonnets rouges. Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Eh bien, elle réapparaît, l'écotaxe. Sauf qu'évidemment, là, les Bretons, ils disaient, vous êtes en train de faire quoi, là? Je croyais qu'on avait réglé le problème. On n'en voulait pas. Ben, vous comprenez, il y a un engagement européen, donc on est obligé de la mettre en place. On a fait des engagements avec un certain nombre de compagnies, donc si on ne respecte pas les engagements, ben, on est obligé de payer des pénalités. Donc qui dit payer des pénalités, c'est le contribuable qui va payer. Qui dit payer des pénalités, c'est dire encore plus de dettes. Pas le choix. Eh oui. En règle générale, on fait toujours les choses pour s'arranger au fait de dire qu'on n'a pas le choix. Moi, je serais tendance de dire on a toujours le choix. Sauf que ça demande du courage. Or ça, malheureusement, le courage aujourd'hui, force est de constater que c'est quelque chose qui devient une denrée rare dans les milieux politiques. Force est de constater que ce courage, et ça fait depuis plus d'1 an maintenant qu'il manque énormément à la classe politique, et plus particulièrement à celle qui est au pouvoir. Donc j'ai envie de dire, on n'est peut-être pas encore à la fin des haricots, mais on y va. Maintenant, à savoir, quelle va être la conséquence? Est-ce qu'on peut potentiellement envisager qu'il puisse y avoir une guerre civile en France? À l'heure actuelle, je dirais non. C'est pas impossible, mais je pense que les Français, en grande majorité, il y a beaucoup de gens qui descendent dans la rue, il y a beaucoup de gens qui gueulent, en groupe ou dans leur coin, mais le jour où il va falloir agir, le jour où il va falloir aller dans la rue pour dire aux flics, maintenant, on vous met devant un fait accompli, c'est soit vous êtes avec nous, ou contre nous, contre le peuple. On n'en est pas là encore, hein. On n'en est pas là.
Force est de constater qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que les Britanniques ont presque une longueur d'avance sur nous, hein, sur ce domaine. Parce que ça bouge en ce moment en Grande-Bretagne. Ça a bougé en Allemagne aussi. Bon, ça a bougé aussi en France, mais voilà, ça reste toujours un petit peu tendancieux. C'est-à-dire que on sait que le français a le sang chaud, mais ça fait quand même depuis maintenant plusieurs décennies qu'on a réussi plus ou moins à lui mettre une laisse. Une laisse par le consumérisme, une laisse par la société de consommation, une laisse par l'individualisme, une laisse aussi par aujourd'hui les idéologies qui consistent à dire que tu peux insulter un blanc mais tu ne peux pas insulter un noir. Tu peux dire à un blanc qui est incompétent, qu'il est con, qu'il est débile, mais tu ne peux pas le dire à un noir, ni un homosexuel, ni un handicapé. Donc il y a ce couvercle, finalement, ce couvercle qui fait que tu ne peux plus rien dire sans à un moment donné éveiller ou réveiller ou offusquer une sensibilité. Et ben ça aussi, aujourd'hui, ça joue énormément sur l'unité. C'est-à-dire que si on n'a plus la confiance de l'autre parce que on a peur d'être traité de raciste, d'homophobe, d'antisémite, etc., juste parce qu'on dit quand même une vérité. Si personne est conne ou con, ben, il y a un moment donné, vous pouvez avoir le droit de le dire. De le dire pour l'aider aussi à prendre conscience qu'il va falloir qu'il se secoue un petit peu les puces, hein, qu'il réagisse. Mais non, on ne peut pas. C'est ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs décennies aux États-Unis vis-à-vis des Afro-Américains. C'est dans les entreprises. Vous avez une grande partie de managers qui n'osent plus dire à un Afro-Américain « Excuse-moi, mais ce que tu fais, c'est de la merde. Alors soit tu veux qu'on t'aide, qu'on te forme, etc. Mais bouge-toi le cul, retire-toi les doigts du cul, fais-moi du boulot, sois productif, fais attention à ce que tu fais, etc. » On ne peut pas le faire aux États-Unis. On peut le faire contre un blanc, on peut le faire contre un Mexicain, contre un hispanique, un latino, même un asiatique. On peut le faire. Quoique là, les asiatiques, ça commence un petit peu aussi... Mais un Afro-Américain, on ne peut pas. On ne peut pas le faire. On peut le faire, mais en essayant de prendre des pincettes, des trucs comme ça. Mais au final, c'est un peu comme ce qu'on peut voir en France, c'est que... vis-à-vis des gens qui sont peut-être avec des origines étrangères, plus particulièrement, parce que, soyons clairs, nets, précis, plus particulièrement vers des personnes d'origine du Maghreb, bah on va essayer de prendre plus de pincettes, dans certains cas, hein, pas tous, hein, mais pour dire, non, attends... Et inversement, il y a quand même aujourd'hui encore en France des patrons qui disent, non, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu branles là ? T'arrives en retard, ton boulot c'est de la merde, t'es pas productif, y a des moments où tu disparais, on sent que t'es pas motivé, que t'es pas dedans, ça te fait chier, etc. Donc à un moment donné, décide. C'est soit tu viens là pour bosser, soit tu te barres. Ah, vous êtes raciste. Ah, vous utilisez le cliché de l'expression travail d'arabe. Ah, vous êtes... Non. Il y a un moment donné où... Non. Mais le problème, c'est de racialiser tous les phénomènes sociaux aujourd'hui, et on a laissé, et complicité, encore une fois de plus, des politiciens, parce que ça sert aussi à leurs intérêts, il y a un moment donné où ça va clasher. Mais on n'en est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé à ce point culminant, à ce point de rupture, finalement. On est arrivé au point de rupture sur des aspects économiques, sur des aspects sociaux, mais c'est pas encore suffisant. Pour résumer, j'ai envie de dire que malheureusement, si la France a comme emblème le fameux coq, et que certains disent c'est parce que c'est le seul animal qui est capable de chanter les pieds dans la merde, je pense que les Français n'ont pas encore suffisamment mangé de merde pour comprendre. Les Américains, je pense que le cas est désespéré, de toute façon. C'est un peuple soumis. Alors qu'en France, je pense qu'il y a encore des gens qui ont au moins un minimum de fierté, un minimum d'éthique envers eux-mêmes, pour se dire à un moment donné, non, il faut mettre le point sur la table.
Mais encore une fois de plus, il faut de l'unité, il faut du rassemblement. Mais attention, en sachant qu'il y aura toujours derrière des organismes, des mouvements et des syndicats qui vont essayer de, à un moment, vous mettre le grappin dessus, pour vous récupérer. Vous récupérer, vous contrôler. C'est ce qu'on a vu avec les nuits debout, hein, de toute façon. Nuits debout, ils n'ont pas tenu 12 heures ou 24 heures. Au bout de 24 heures, vous avez des syndicats étudiants de gauche qui sont arrivés, vous avez les antifas qui ont déboulé, etc. Ce qu'ils ont essayé avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on se souvient au début, hein, c'était ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a des syndicats qui ont voulu s'incrémenter, qui ont voulu essayer de gérer, de récupérer finalement. Ils ont commencé à prendre des gens qui n'étaient pas trop cons, qui avaient de la gouache, etc. Sauf que bon, ça n'a pas fonctionné. Alors, je prends l'exemple d'un des plus célèbres aujourd'hui qui est Rodriguez. Rodriguez est récupéré. Il ne le dit pas, mais quand il exprime parfois ses idées, et quand on le voit dans certaines manifestations, soi-disant parce que ça correspond, et qu'il est représentant, alors il le fait soit en tant que représentant gilet jaune, ou pas gilet jaune, etc., on s'en fout, mais il y a un moment donné où il faut être cohérent, il faut être lucide. C'est soit tu joues l'unité, un rassemblement sans prise de parti pour tel ou tel mouvement, telle ou telle revendication, etc., instrumentalisé. Or, c'est ce que fait Rodriguez, plus ou moins. Bon, après, c'est ses idées, ses convictions. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Mais après, derrière, ça pose un problème de cohérence. Voilà. Donc voilà, c'était un petit peu mon petit point de vue aujourd'hui. Petit point de vue, t'as un pléonasme. C'était un petit peu mon point de vue aujourd'hui sur ce qu'on peut observer aujourd'hui, en dehors, évidemment, de la pandémie, qui, elle aussi, joue et influe énormément sur la situation, sur un certain nombre de paramètres d'incompétence, d'incohérence, d'amateurisme, de gens qui ne sont pas censés en avoir, qui sont censés maîtriser les choses, qui sont censés contrôler les choses, prendre des décisions intelligentes. Mais on se rend compte que quand on a un président qui dit blanc et puis après un Premier ministre qui dit noir, là, à un moment donné, vous dites non, c'est pas possible. Et je terminerai justement par cette intervention de Macron avec Nico Salegas, où la presse a été obligée plus ou moins de reconnaître que dans son intervention, il ne fait ni mea culpa et ne fait absolument pas conscience de réalisme. C'est pas de sa faute. Il n'est responsable de rien. Alors que la France, aujourd'hui, est montrée du doigt quand même par un certain nombre de pays pour des prises de décision complètement ubuesques, complètement incohérentes, complètement irréelles. Même le New York Times a quand même fait un article sur mais qu'est-ce qui se passe en France? Que fait Macron? Passé, peut-être, je ne sais pas si je vous reverrai avant Pâques. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que c'est Pâques. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, traditionnellement, comme je vous dis, portez-vous bien. N'hésitez pas à partager ces vidéos, partagez la chaîne, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour ceux qui considèrent que ce que je fais c'est de la merde, ben, je ne vous oblige pas à regarder. Chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. À très bientôt.